Donc, quand on discute du populisme, bon, il y a une critique du populisme qui est la critique des médias dominants, sur lequel je ne m'étends pas. Ça ne va pas être évidemment la mienne, hein, parce que quand on lit ce que disent ces médias ou tout un certain nombre de penseurs ou d'hommes politiques, est taxé de populisme tous ceux qui contestent pardon, l'ordre dominant d'une façon ou d'une autre. Et donc on met sur le même plan l'extrême droite xénophobe, qui n'est plus taxée d'extrême droite mais de populiste, et en même temps la gauche de transformation sociale ou la gauche radicale qu'on taxe de populiste. Bon, donc évidemment cette critique est politique qui ne m'intéresse pas, bon, donc, et dont on voit bien la fonction politique dans le débat public aujourd'hui. Il y a un autre débat quand on parle du populisme, en particulier du populisme de gauche, que je ne traiterai pas, parce que je pense que entrer de ce point de vue-là dans ce débat-là, c'est pas bon. C'est de partir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir ce débat, mais en tout cas, il ne faut pas rentrer, à mon avis, sur la question du populisme par ce débat-là. C'est de partir d'une analyse des pratiques et des orientations de mouvements ou partis qui se réclament plus ou moins du populisme. Je pense par exemple à Podemos ou à la France Insoumise ici. Bon, je pense que si on commence à discuter à partir de ça, on passe, à mon avis, à côté de beaucoup de choses. Il faut, à mon avis, prendre au sérieux ce que disent et ce qu'écrivent les théoriciens qui se réclament du populisme, en particulier du populisme de gauche, en l'occurrence Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, et en particulier d'ailleurs Ernesto Laclau, qui est celui qui a le plus théorisé cette affaire-là, notamment dans un livre qui s'appelle La raison populiste. Et donc je vais partir de ce qu'ils ont raconté, les deux, pour ensuite essayer d'en faire une critique. Bon. La perspective de Laclau et de Mouffe, c'est ce qu'ils appellent eux une perspective post-marxiste. Bon. Dans post-marxiste, il y a post et il y a marxiste. Hein, donc il faut le prendre comme une totalité. Bon. Et ils partent d'un constat qui est juste, hein, qui est de l'épuisement de l'épuisement dans le monde occidental, en tout cas, ce qui a été les deux perspectives émancipatrices du XXe siècle, qui est la social-démocratie et le communisme. La social-démocratie qui a basculé dans le néolibéralisme, dans le social-libéralisme, suivant les moments, et le communisme qui a basculé, quels que soient les termes qu'on emploie, enfin globalement dans le totalitarisme. Hein, bon, ensuite, on peut être d'accord ou pas avec le terme totalitarisme, c'est encore un autre débat. Et donc, c'est ça leur point de départ. Et à partir de ça, bon, Laclau, bon, disons, je pense qu'ils ont un point de... Si je résume ce que je peux penser de ce que raconte Laclau, de Mouffe, c'est encore un peu différent, j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense qu'ils ont un point de départ et ils posent de bonnes questions. Bon, un point de départ qui est assez juste, mais que le point d'arrivée est très mauvais. Voilà. Si je résume ce que je pense en fait sur ce que raconte Laclau. Et le point d'arrivée est très mauvais parce qu'il oublie, bon, au passage, une question centrale qui est la question de l'émancipation. D'ailleurs, chez Laclau et Mouffe, le terme émancipation a peu de contenu, il apparaît assez rarement et sans contenu très précis. Et notamment, l'émancipation comme auto-émancipation n'est jamais abordée, que ce soit chez Laclau ou chez Mouffe. Bon. Et je crois que c'est le point aveugle de leur développement, et c'est ça qui fait qu'à partir d'un point de départ qui, de mon point de vue, je vais essayer d'expliquer, est assez juste, bon, ils arrivent bon, à un point d'arrivée qui est très problématique, pour ne pas dire plus. Donc Laclau se pose comme problème de savoir comment se forme le sujet de l'action collective, ce qu'on appelle en langage marxiste le sujet révolutionnaire, ou le sujet de la transformation sociale. C'est-à-dire, quel est l'acteur du changement social? Bon. On sait que, bon, dans la théorie marxiste,
l'acteur du changement social, il est déterminé de façon objective par sa place dans les rapports de production, c'est le prolétariat. Le fait que le prolétariat occupe une place dans les rapports de production ne suffit pas à en faire un sujet révolutionnaire. C'est une condition pour qu'il devienne un sujet révolutionnaire. Pour qu'il devienne ce sujet révolutionnaire, il faut qu'il acquiert une conscience de classe. C'est le célèbre débat qui a occupé des générations de marxistes entre le passage de la classe en soi, c'est-à-dire la place objective du prolétariat dans les rapports de production, à la classe pour soi, c'est-à-dire le prolétariat porteur d'un projet historique et de ses intérêts historiques. Non, mais au-delà de ce débat-là, sur lequel il y a eu des tas de réponses, avec chacune des apories absolument fantastiques, mais au-delà de ce débat-là, l'idée fondamentale chez Marx et encore plus chez les marxistes, c'est qu'il existe dans la structure sociale les conditions objectives pour que se crée un sujet de la transformation sociale. C'est-à-dire que le sujet de la transformation sociale, il est issu des conditions objectives qui sont produites par la structure sociale. C'est ça que remet en cause Laclos. Et à mon avis, il le remet, de mon point de vue, en tout cas, tout à fait justement. C'est-à-dire que l'idée qu'il puisse avoir un sujet révolutionnaire, un seul, et qui plus est déterminé objectivement, est une idée qui, on aura peut-être le temps d'y revenir dans le débat, là, comme je n'ai qu'un quart d'heure, 20 minutes, je ne vais pas développer, qui, à mon avis, est profondément erronée. Donc, Laclos, par lui, au contraire, de l'idée que dans la société, il y a ce qu'il appelle des demandes spécifiques, hétérogènes, que les dominants sont incapables de résoudre, auxquels ils sont incapables de répondre, et que le but de l'action politique, c'est ce qu'il appelle établir un lien d'équivalence entre ces demandes sociales hétérogènes, pour former une chaîne d'équivalence entre des objets sociaux qui, a priori, n'ont pas de rapport objectif entre elles. Je vais donner un exemple qui est issu, pour bien comprendre ce que dit Laclos, qui est issu de la sociologie traditionnelle. C'est quelque chose qui avait été mis en évidence par Boltanski dans un bouquin qui date des années 80, sur comment s'est formée en France la catégorie des cadres. À partir des années 30, se forme en France une catégorie sociale qui n'existe, je pense, nulle part ailleurs, c'est la catégorie des cadres, qui est une construction sociale dans laquelle on met dans la même catégorie sociale le contremaître, le petit chef d'atelier et le grand dirigeant d'une entreprise. Et tout ça, ça forme les cadres. Et donc il y a une relation d'équivalence qui s'est établie entre des gens qui n'ont a priori aucun rapport entre eux, pour former une couche sociale particulière dans laquelle les gens se reconnaissent, qui est les cadres. Alors Laclos donne pas du tout cet exemple-là, mais je vous le donne parce que ça illustre un peu qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de chaîne d'équivalence. Donc une chaîne d'équivalence, c'est quelque chose qui se forme dans une situation de contingence historique, c'est-à-dire il n'y a pas de raison objective pour laquelle elle se forme, elle n'est pas donnée d'avance par des conditions objectives, c'est la lutte politique, l'action politique qui permet de former cette chaîne d'équivalence, et cette chaîne d'équivalence, c'est ce que Laclos appelle le peuple. Le mot peuple, chez Laclos, la quasi-totalité, dans la quasi-totalité de ses écrits, le mot peuple est mis entre guillemets. Chez Mouffe, absolument pas, et dans ceux qui se réclament du populisme aujourd'hui, absolument pas. Et chez Laclos, c'est toujours mis quasiment en tout cas, toujours mis entre guillemets. Donc le peuple n'est pas présent au départ dans le social. C'est une construction politique résultant de conditions historiques contingentes particulières. Il n'y a pas d'existence objective du peuple chez Laclos.
c'est pas les classes populaires déterminées par leurs conditions d'existence, c'est pas le prolétariat déterminé par sa place dans les rapports de production, etc. Bon. Il faut construire le peuple. Bon, c'est ça l'idée fondamentale de Cagis et Laclos. Bon, à partir de demandes sociales hétérogènes. Bon, et pour ça, il y a une condition, c'est que dans toutes ces demandes sociales hétérogènes, il faut qu'il y en ait une qui prenne une importance particulière, inattendue, et qui surdétermine d'une certaine façon toutes les autres, qui deviennent, ce que dit Laclos, pour reprendre sa formule, qui deviennent le nom commun de quelque chose qui l'excède. Il y a une demande sociale qui, à un moment donné, prend un caractère universel et qui excède le contenu propre de la demande sociale elle-même. Et donc, il s'opère une cristallisation de toutes les demandes sociales autour d'un dénominateur commun qui nécessite une expression symbolique positive. Donc, je résume, il y a des demandes sociales qui existent dans la société, elles ne sont pas satisfaites. Se forme une chaîne d'équivalence entre ces demandes sociales hétérogènes. Pour que cette chaîne d'équivalence se forme, il faut qu'il y ait une demande sociale qui surdétermine toutes les autres et qui prenne un caractère universel. C'est ça le peuple, pour Laclos. Et à ce moment-là, et pour qu'il y ait peuple, il faut qu'il y ait une expression symbolique du peuple. Et à ce moment-là, se forme dans la société une frontière qui divise la société en deux camps, le eux et le nous. Et ce qu'explique Laclos, c'est qu'il y a hégémonie, il transforme le terme hégémonie, et il y a hégémonie quand une demande particulière spécifique prend ce caractère universel. C'est ça la définition de l'hégémonie chez Laclos, qui est donc totalement différente de ce que Gramsci explique par ailleurs sur l'hégémonie, mais je ne rentre pas dans ce débat-là. Donc on voit comment se forme le peuple chez Laclos. Mais Laclos ne s'arrête pas là. Pour lui, le populisme n'a pas de contenu politique spécifique. C'est un mécanisme, ce qu'il dit, un mécanisme politiquement neutre au service des idéologies les plus disparates. Et ce que dit Laclos, je cite, le populisme est une notion neutre, il joue la base contre le sommet, le peuple contre les élites, les masses mobilisées contre les institutions officielles figées. Mussolini, comme Mao, était populiste, tout comme Viktor Orban et Hugo Chavez, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon le sont aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'indique Laclos, c'est-à-dire que le populisme, ce n'est pas une idéologie, c'est un mécanisme politique pour prendre le pouvoir. C'est ça essentiellement ce que dit Laclos. Et dans ce cadre-là, le peuple, entre guillemets, c'est ce que Laclos appelle un signifiant flottant, c'est-à-dire un mot qui peut recouvrir n'importe quelle identité. Bon, Laclos, le mot signifiant, tout ça, ça renvoie à la linguistique. Il est très influencé par la linguistique de Saussure, et donc il dit voilà, il y a le peuple, c'est un signifiant flottant, il peut prendre n'importe quelle identité, et ces identités, c'est ce qu'il appelle des signifiants vides. C'est par exemple la nation, la justice, l'égalité, etc. Et ces signifiants peuvent acquérir n'importe quelle signification, n'importe quel signifié, et ils peuvent avoir des significations différentes. Et Laclos donne un exemple qui est tout à fait juste. C'est l'exemple du mot marché, du signifiant marché, dans la Pologne de Solidarność, au moment où Solidarność menait son combat.
Et il dit, en fait, le terme marché, à l'époque, avait pris un sens qui, dans la Pologne de Solidarność, un sens qui dépassait très largement le mécanisme économique qu'on entend couramment quand on parle de marché. Ça avait la signification de liberté, de lutte contre la bureaucratie, de lutte contre l'étouffoir totalitaire, etc. Et c'est de ça le sens qu'avait pris le mot marché. Bon. Donc, je vais revenir dans quelques instants sur les problèmes que pose tout ça. Mais là, je fais une description factuelle. Passons à Mouffe. Bon. Mouffe dénonce les conceptions consensuelles de la démocratie, notamment celle de John Rawls et celle de Julian Habermas. Je ne vais pas rentrer sur les théories de Marx et d'Habermas et de Rawls, on n'a pas le temps, mais elle tape beaucoup sur ces deux auteurs, des fois à juste titre, des fois un peu moins, mais bon, globalement, elle s'en prend à eux sur l'idée que la démocratie serait le régime du consensus. Et de ce point de vue-là, elle a raison. Mais elle le fait à partir d'une conception qu'elle reprend, en fait, à un penseur nazi, enfin conservateur passé au nazisme, antisémite obsessionnel, qui s'appelle Carl Schmitt. Bon. Alors, on peut dire, oui, mais c'est parce qu'il est nazi, on ne doit pas se référer à lui, etc. Bon, la formule de Mouffe, c'est de dire il faut penser avec et contre Schmitt. Bon. Il faut voir que Schmitt, c'est pas la seule qui fait référence à Schmitt. Dans toute une frange de l'extrême gauche et de l'ultra gauche, c'est un penseur de référence. Par exemple, chez Negri, Hard, etc. C'est un penseur de référence. Pourquoi c'est un penseur de référence? Que c'est un penseur qui pense le conflit et la politique. Voilà. Et donc il intéresse de ce point de vue-là. Et pourquoi? Parce qu'il dit c'est la pensée, c'est ça que en général on a retenu de Schmitt, c'est que Schmitt se focalise sur la division ami-ennemi. Et il dit la division ami-ennemi, c'est le critère du politique. La division ami-ennemi, elle est constitutive du politique. C'est-à-dire que là, le politique est conçu comme un antagonisme fondamental. Alors, chez Mouffe, la distinction entre le politique et la politique n'est pas très claire. Quand on la lit, elle passe de l'un à elle dit c'est différent, etc. Puis 2 pages après, elle passe de l'un à l'autre sans aucun problème avec la même définition. Bon, c'est pas très clair. Mais ce que dit Mouffe, c'est qu'elle dit le politique relève de l'ontologique, je cite, c'est-à-dire de la façon dont la société est instituée. L'ontologique, c'est-à-dire ce qui relève de l'être même des choses, de leur essence. Et donc la division ami-ennemi, pour elle, relève de l'ontologique. Elle va même assez loin de ce point de vue-là, puisqu'elle dit, là, je cite là aussi, la division ami-ennemi est le produit de forces libidinales qui tiennent à l'hostilité qu'abrite toute société humaine. C'est-à-dire que pour Laclos, il parle un peu de caractère ontologique, etc. Mais fondamentalement, pour Laclos, la division ami-ennemi, nous, c'est le résultat de batailles politiques contingentes, d'un affrontement politique. Bon, c'est sur des objectifs politiques concrets, donc il y a un enjeu là-dedans. Bon, pour Mouffe, c'est quelque chose qui dépasse ça, qui s'enracine au plus profond de l'être humain, puisqu'elle parle de force libidinale. Et donc, on peut dire que, de ce point de vue-là, elle reste prisonnière d'une conception qu'on peut dire hobbesienne de la politique. Thomas Hobbes a été, on peut dire, le fondateur de la politique moderne, entre guillemets. Bon, je parle sous le contrôle de Jacques, là-dessus. Thomas Hobbes, c'est 1588-1679. Donc, c'est celui qui expliquait qu'en fait, c'est l'inventeur entre guillemets l'inventeur, c'est pas exactement ça, mais en tout cas celui qui a théorisé la nécessité de la représentation et qui a expliqué que la représentation est nécessaire et le fait parce que dans l'état de nature,
les individus sont en conflit permanent, hein, sont sous la menace de s'exterminer les uns les autres. Et donc, s'ils ne veulent pas s'exterminer les uns les autres, ils sont obligés de déléguer, hein, par un contrat, bon, c'est l'inventeur du contrat, hein, par un contrat, au souverain. Le souverain, pour lui, c'est pas seulement le monarque absolu, hein, ça peut être tout, hein, bon, mais il délègue à un souverain leur souveraineté, bon, et donc c'est ça qui fait que la société puisse exister. Et donc derrière ça, il y a une conception de la politique extrêmement pessimiste, hein, ça veut dire que effectivement, le conflit ne peut jamais être dépassé. Hein, bon, il est donc c'est bon, en tout cas, bon, Mouffe, par contre, se distingue de Schmitt sur un point fondamental, que pour Schmitt, l'ennemi, le peuple doit être homogène, hein, et il doit être rejeté de la communauté politique, et l'ennemi pour Schmitt, c'est le juif, hein, voilà, et le juif est d'autant plus dangereux qu'il est invisible, hein, qu'il est intégré dans la société, etc. Donc le peuple doit être homogène, et donc il y a une recherche de la pureté du peuple, hein. Bon, chez Mouffe, ce qu'elle explique, c'est que le but, je cite là aussi, le but de la politique démocratique est de construire le E de telle sorte qu'il ne soit plus perçu comme un ennemi à détruire, mais comme un adversaire. Donc elle dit, un adversaire est un ennemi, mais un ennemi légitime, avec lequel on partage des points communs, parce qu'on partage avec lui une adhésion aux principes éthico-politiques de la démocratie libérale, la liberté et l'égalité, même si on n'a pas la même conception de ces principes-là. Donc elle dit, en fait, elle passe ce qu'elle appelle un antagonisme, dans lequel il y a un conflit entre ennemis, à un agonisme, hein, c'est-à-dire un conflit entre adversaires. L'agone, c'est un mot grec qui veut dire conflit. Hein, bon, voilà. Donc ça, voilà, très résumé, ce que raconte la Chloé Mouffe. Bon, si j'ai le temps, je peux vous dire ce que j'en pense. Alors, je vais aller vite. Bon, il y a l'élasticité de la notion de populisme. Hein, on a vu que pour Laclos et pour Mouffe, d'ailleurs, bon, je ne vais pas développer ça. Le populisme est de toutes les époques. Hein, bon. Et à la limite, on est tous populistes sans le savoir. Hein, il suffit que, bon. Donc c'est un problème quand il y a un concept qui a une élasticité de cette nature. On se demande quelle est la pertinence de ce concept. Je ne développe pas. Deuxième question, plus importante politiquement, c'est le rapport à l'extrême droite. Bon, c'est-à-dire à partir du moment où on dit que le populisme peut être de droite et de gauche un mécanisme politiquement neutre, avec des signifiants flottants, on voit bien qu'il y a un problème. Hein. Et d'ailleurs, par exemple, Mouffe refuse de dire que Le Pen, le Front National, est d'extrême droite. Hein. C'est populiste de droite. Et donc, il y a une ambiguïté, hein, franchement, de ce point de vue-là, dans ce qu'on raconte Mouffe. Bon. Laclos aussi, par ailleurs. Hein. Bon, je n'ai pas le temps, mais bon, on pourra y revenir dans le débat. Bon. Plus important, troisième point, c'est la question des signifiants vides. Bon. C'est-à-dire que on a vu ça, c'est juste. Le contenu d'un signifiant, qu'on appelle le signifié, peut varier au cours du temps. Il n'y a aucun mot qui a une signification, ad vitam aeternam. Hein, le mot nation, par exemple, il avait une signification de gauche pendant la Révolution française. C'était l'équivalent du mot peuple. Bon. Ensuite, il a pris un autre sens. Hein, il est devenu, avec le nationalisme, etc., tout à fait un autre sens. Donc, il n'y a aucun signifiant qui a une signification figée. Ça, Laclos, il a tout à fait raison de ce point de vue-là. Et un signifiant peut prendre des configurations différentes suivant les moments, les batailles politiques, etc., etc. Mais le problème, c'est que les signifiants ne sont pas vides. Le signifiant n'est jamais vide. Il a un contenu à un moment donné. Voilà, c'est ça le problème. Et ce qui caractérise une hégémonie, c'est justement que les dominants sont capables de donner un contenu aux mots.
Bon, c'est-à-dire qu'on ne part pas de rien. Et par exemple, pire que ça, si on se fixait sur tel ou tel signifiant n'est pas neutre. Si on reprend l'exemple de Laclos sur le marché, le signifiant marché du temps d'Apollon de Solidarność, on voit que, en fait, Laclos a raison, le signifiant marché signifiait beaucoup plus que le mécanisme économique. Ça, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Mais le fait que ce signifiant particulier-là ait signifié beaucoup plus a eu des conséquences désastreuses par la suite. Parce que lorsqu'il y a eu la thérapie de choc néolibérale, eh bien, il a servi à justifier la thérapie de choc néolibérale en Pologne après. Alors que si le signifiant qui avait été dominant avait été celui d'égalité, par exemple, probablement que les choses se seraient passées un peu de façon différente. En tout cas, dans des conditions différentes. Bon. Donc, ce que n'explique pas Laclos, c'est comment un signifiant vide peut prendre un contenu progressiste. Le populisme étant un mécanisme neutre, comment le populisme de gauche peut l'emporter sur celui de droite? Alors ça, Laclos ne l'explique jamais. Bon. Et comment et pourquoi une demande sociale spécifique devient-elle un référentiel universel qui permet de construire le peuple? Par quel processus? Bon. Et comment faire en sorte que ce référentiel-là soit progressiste? Donc ça, c'est quelque chose que Laclos n'explique pas. Bon. Ce qui renvoie à un autre problème, qui est la question du peuple. Donc, parce que c'est en fait la question assez fondamentale. Bon. Je vais vous lire ce que dit Laclos, que je partage totalement, et on va voir qu'à partir de ça, Laclos ne tient pas lui-même la promesse qu'il se fait. Ce que dit Laclos et que je partage, c'est il n'a pas de raison pour que les combats ayant lieu dans les rapports de production doivent être les points privilégiés dans la lutte anticapitaliste globale. Le capitalisme mondialisé crée une multitude de points de rupture et d'antagonisme, je ne vais pas tous les citer, et seule une surdétermination de cette pluralité antagonique peut créer des sujets, pas un sujet, des sujets anticapitalistes globaux capables de mener à bien un combat digne de ce nom. Comme le montre l'expérience historique, il est impossible de déterminer a priori quels seront les acteurs hégémoniques dans ce combat. Donc, ce que dit Laclos, c'est qu'il n'y a pas un seul sujet, il y a des sujets et il y a des acteurs. Bon. Et on peut même en rajouter sur ce qu'il dit, c'est-à-dire que la domination du capital ne se réduit pas au rapport de production. Il y a aujourd'hui il y a une visée du capital qui vise la société tout entière, pas seulement les rapports de production. Et de plus, il y a dans la société de multiples oppressions qui sont des oppressions croisées, qui se renforcent les unes et les autres et qui ne se réduisent pas à la domination du capital. Et c'est tout ça qu'on doit tenir compte quand on veut construire un projet d'émancipation. Mais le problème de Laclos, c'est qu'il ne tient pas compte lui-même de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il reste, à partir de ça, c'est-à-dire de l'idée qui est tout à fait juste, qu'il existe des acteurs, des sujets dans le mouvement lui-même de la société qui peuvent se mettre en route dans des conflits et qui peuvent être porteurs d'un affrontement avec la logique capitaliste. Ça, c'est une idée juste. Il essaye de passer à un sujet unique à travers la chaîne d'équivalence qu'il appelle le peuple. Et pour arriver à ça, il lui faut dire qu'il y a la domination d'une demande sociale particulière qui prend un caractère universel, et donc en fait il retrouve sous la catégorie de peuple le sujet universel qu'il a abandonné avec l'idée de prolétariat, et la centralité d'une oppression particulière qui devient brusquement universelle.
Donc, donc il en arrive, avec cette logique-là, à nier la pluralité des oppressions et leur non-hiérarchisation, alors que son point de départ est justement cette pluralité des oppressions, des demandes sociales non satisfaites et de leur non-hiérarchisation, puisqu'il essaye de construire une chaîne d'équivalence entre toutes ces oppressions et toutes ces demandes sociales insatisfaites. Il y a un dernier point que je peux traiter, qui est la question, deux derniers points, qui est, la question du Dieu et du nous. Bon, peut-être qu'on y reviendra parce que c'est en rapport avec ça, c'est l'idée qu'on ne peut pas avoir dans la société, à partir de ça, disons une division unique, un antagonisme unique qui surdétermine tous les antagonismes dans la société. Mais bon, peut-être dans la discussion, je pourrais y revenir un peu si j'ai le temps. Mais ce que je voudrais terminer simplement sur un point qui est le point pour moi le plus décisif, c'est que, en fait, Laclos, je l'ai dit, n'explique pas comment, en fait, les modalités par lesquelles cette chaîne d'équivalence se transforme en peuple et comment une demande sociale particulière l'emporte sur toutes les autres. En fait, Laclos donne une réponse. Et il donne une réponse avec une question qui est pour lui tout à fait centrale, qui est la question de ce qu'il appelle le meneur, le leader charismatique. Parce que dans Laclos, chez Laclos, et lui a disons, le courage d'affronter cette question de front, alors que tous les autres penseurs du populisme de gauche, y compris Mouffe, la laissent de côté, parce que évidemment c'est une question gênante, quand on se réclame de la gauche ou progressiste. C'est-à-dire que la clé de voûte du dispositif de Laclos, c'est le fait que, in fine, il faut un leader charismatique qui permette que toutes ces demandes insatisfaites s'incarnent dans une figure symbolique. Et pour Laclos, il va assez loin puisqu'il dit l'amour pour le leader est la condition centrale de la consolidation du lien social. Et la nécessité d'un meneur existe toujours. Tout ça, c'est des citations. L'absence de meneur équivaut à la dissolution du politique. C'est-à-dire que la clé de voûte du dispositif théorique de Laclos, c'est le leader charismatique. C'est ça qui permet que tout puisse fonctionner. Et c'est ça qui permet que, en fait, le peuple puisse se construire. C'est le leader qui incarne le peuple et qui, en incarnant le peuple, le construit. S'il est de gauche, il est de gauche. S'il est de droite, il est de droite. Il essaye de penser le politique et la politique. Et donc, il décrit pour lui comment fonctionne le politique dans les sociétés. Et il dit, ça fonctionne comme ça. Bon, donc, il y a un enjeu de bataille politique. Et c'est ça, l'apport de Laclos, s'il y en a un, c'est que c'est qu'il n'y a pas de déterminisme issu du social. Et ça, c'est extrêmement important. Par rapport à toute une tradition marxiste pour qui, en fait, il y a un déterminisme social. Bon, chez Marx, c'est beaucoup plus complexe. Marx a une pensée très contradictoire sur beaucoup d'aspects. Mais en tout cas, dans ce qu'a été le marxisme historique, ou le marxisme dominant, ou le marxisme commun, on peut dire tous les termes que l'on veut, il y a ça. Il y a l'idée, la politique est issue du social. Et il y a un déterminisme du social. Laclos rompt totalement avec ça. Et il rompt, à mon point de vue, à juste titre avec ça, en disant il y a la nécessité d'une autonomie du politique qui permet de faire en sorte que la politique crée quelque chose qui n'est pas présent immédiatement dans le social. Il y a une créativité de la politique.
Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Bon, je pense qu'il a tout à fait raison de ce point de vue-là. C'est pas le premier qui le dit, hein. Par exemple, quelqu'un comme Castoriadis, d'un autre point de vue, avait développé ça, hein, en disant que l'histoire est création, hein, création de l'inédit. Bon, et ben, Laclos le dit d'une autre façon, et je pense que c'est ça l'apport, hein, avec d'autres. C'est pas lui qui a totalement inventé ça, mais en tout cas, voilà, s'il faut retenir quelque chose de Laclos qui est juste, c'est ça. Ensuite, le reste de son dispositif théorique pose beaucoup de problèmes. J'ai essayé très rapidement, hein, de les indiquer, mais voilà.